Salut à toi. Installe-toi confortablement, on va passer un moment ensemble. Pendant que la vidéo défile, je vais te raconter quelques histoires complètement folles que j'ai dénichées sur Reddit, des histoires de couple, de vengeance, de secrets, de famille, bref, tout ce que les gens n'osent pas toujours dire en face. Et si toi aussi tu as une histoire à partager, qu'elle soit drôle, choquante, triste ou juste improbable, tu peux me l'envoyer par mail. L'adresse est dans la description. Et t'inquiète pas, tout est raconté de manière 100% anonyme. Suis-je un enfoiré pour avoir fait annuler le mariage de mon ex? Franchement, je me pose encore la question tous les soirs en regardant le plafond et je ne sais toujours pas si j'ai fait ça pour la sauver ou juste pour me sauver moi. Je m'appelle Thomas, j'ai 28 ans, je vis à Lyon dans un 2 pièces un peu trop cher pour ce qu'il est, avec vue sur un mur gris et un bout de ciel quand je me penche par la fenêtre. Je bosse dans une agence de com, je fais des campagnes pour des marques qui veulent parler à la Gen Z. Alors que moi-même, j'ai l'impression d'être déjà trop vieux pour TikTok. Ma vie est globalement normale. Boulot, apéro entre collègues, soirée Netflix, swipe sur des applis de rencontre, week-end chez mes parents de temps en temps. Rien d'incroyable. Sauf cette histoire, justement. Elle commence avec Clara. Clara, c'est mon ex, mais dire juste ça, c'est presque insultant pour ce qu'elle a été pour moi. On s'est rencontrés en première année de fac, à Lyon 2, en licence de com justement. C'était un lundi matin de septembre, il faisait déjà trop chaud pour la saison, et le prof parlait de paradigme de la communication pendant que tout le monde checkait son téléphone. Elle s'est assise à côté de moi parce que c'était la dernière place libre. Elle sentait le café, le parfum vanillé, et elle avait ses grands yeux verts qui semblaient s'excuser d'être en retard. On a commencé à parler à la pause, au début de trucs bateaux, où tu habites, tu viens d'où, tu veux faire quoi plus tard, et puis très vite, c'est devenu plus naturel. On a déjeuné ensemble, puis le lendemain aussi, puis le surlendemain. Au bout de 2 semaines, on bossait tous nos travaux de groupe ensemble. Au bout de 3 semaines, elle s'est retrouvée chez moi un soir après un cliché Netflix et pizza. Sauf qu'à l'époque, ça me paraissait la chose la plus spontanée du monde. On a été ensemble pendant 6 ans. 6 ans, c'est long à notre âge. On a connu les partiels ratés, les stages mal payés, les petits boulots de merde, les soirées étudiantes qui finissaient dans des kebabs à 3 heures du matin, les déménagements. Le premier vrai contrat en CDI, elle a été là quand mon grand-père est mort, j'ai été là quand ses parents ont failli divorcer. On a fait ce truc de couple qui devient presque une petite famille, avec nos habitudes, nos blagues, nos disputes, qui tournent toujours autour des mêmes sujets. Après la fac, on a emménagé ensemble dans un petit appart à Villeurbanne. On galérait, mais on était bien. On se prenait la tête sur qui avait laissé la vaisselle dans l'évier, mais au fond, on s'aimait vraiment. En tout cas, moi je l'aimais. Je croyais que c'était pour la vie. Et je pense qu'elle aussi, à un moment, elle y a cru. Le problème, c'est que la vie, elle fait rarement exactement ce que tu as prévu. Tout a vraiment commencé à changer quand elle a décroché ce job de rêve dans une start-up à Paris. Quand elle m'en a parlé, ses yeux brillaient comme au premier jour à la fac. C'était un poste qu'elle méritait. Community manager, grosse boîte en pleine montée, salaire plus que correct, perspective d'évolution. Le genre de truc qu'on se disait qu'on aurait un jour. Sauf que ce jour est arrivé pour elle avant moi. Je me souviens encore du soir où elle m'a annoncé qu'elle l'acceptait. On était sur le canapé, nos assiettes de pâtes sur la table basse, une série en pause. Elle avait ce regard qui mélangeait l'excitation et la peur. Elle m'a expliqué qu'elle ne pouvait pas laisser passer, que c'était peu être égoïste, mais que c'était son rêve depuis longtemps. Elle ne m'a pas demandé mon avis directement, pas au début. Elle a tourné autour, comme si elle espérait que je devine et que j'approuve, sans qu'elle ait besoin de poser la question. Moi, j'étais partagé entre la fierté et l'angoisse. On a parlé longtemps cette nuit-là. Évidemment, on a abordé la question de la distance. Lyon-Paris, c'est pas le bout du monde, mais c'est pas non plus l'arrêt de bus d'à côté. On a fait des plans, des projections, on se verra tous les week-ends, je finirai par te rejoindre, on ne laissera pas la distance nous détruire, on y croyait vraiment sur le moment. Ou en tout cas, on avait besoin d'y croire. Elle est partie en septembre. Je l'ai aidée à monter ses cartons au 6e sans ascenseur, dans un petit studio parisien qui coûtait 2 fois notre loyer à Villeurbanne pour la moitié de la surface. On a pleuré un peu, on a rigolé, on s'est promis de s'appeler tous les soirs, et au début c'est ce qu'on a fait. Les premières semaines, c'était presque excitant. Je prenais le train le vendredi soir, j'arrivais à Paris crevé mais heureux, je la rejoignais à la sortie du métro. On passait le week-end enfermé chez elle ou à flâner dans Paris comme un couple de touristes. On se disait que ce qu'on vivait, c'était une épreuve qui prouvait la force de notre amour. Sauf que les trains, ça coûte cher. Et que les semaines, ça use. Son job lui prenait tout son temps et toute son énergie. Les soirées d'appel se transformaient en vocales rapides sur WhatsApp.
Les week-ends ensemble devenaient des week-ends quand on pouvait. Moi, à Lyon, j'essayais de construire ma propre carrière. J'avais décroché un poste dans une agence de com sympa, avec des horaires parfois compliqués aussi. Petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, notre relation est passée de nous contre le monde à chacun son monde et on s'y croise quand on peut. Je crois que le début de la fin, ça a été ce fameux nouvel an. On devait le passer ensemble à Paris. J'avais déjà mon billet de train. On avait prévu de faire une soirée chez des collègues à elle. Et puis 2 jours avant, elle m'a appelé avec cette petite voix stressée qu'elle prenait quand elle avait peur de me décevoir. Elle m'a dit que son boss organisait une soirée pro hyper importante, que toute l'équipe devait être là, qu'il y aurait des investisseurs, que ça pouvait jouer sur son évolution. Elle m'a promis qu'on fêterait ça, vraiment, le week-end d'après. J'ai dit que c'était pas grave, que je comprenais, que je ne voulais pas être le mec qui bloque ta carrière. Mais en raccrochant, j'avais cette sensation de vide. Ce soir-là, j'ai fêté le nouvel an chez des potes à Lyon. J'ai bu un peu trop, j'ai fait semblant de m'amuser, j'ai envoyé un bonne année à minuit accompagné d'un cœur et d'un je t'aime. Elle m'a répondu à 023. Bonne année mon amour, désolé, je suis en plein milieu de la soirée, je t'appelle demain. Elle ne m'a pas appelé le lendemain. Elle m'a envoyé un vocal de 30 secondes en fin d'après-midi, avec un ton fatigué. À partir de là, c'est allé de plus en plus vite dans le mauvais sens. On se voyait de moins en moins, on s'énervait pour des détails. Elle trouvait que j'étais trop dans le contrôle. Moi, je trouvais qu'elle ne faisait plus d'efforts. On avait chacun nos frustrations, nos angoisses, nos doutes. On a tenu comme ça encore quelques mois, jusqu'à une conversation en avril où tout a cassé. Elle était à bout, moi aussi. Elle m'a dit qu'elle ne se reconnaissait plus, qu'elle avait l'impression de vivre 2 vies parallèles, qu'elle était épuisée de culpabiliser tout le temps. Elle m'a dit qu'elle m'aimait encore, mais qu'elle ne savait plus si c'était de la bonne manière. C'est le genre de phrase qui fait mal, mais tu ne peux pas vraiment te battre contre ça. On a fini par se dire qu'il valait mieux faire une pause. Puis, comme toutes les pauses, elle s'est transformée en rupture. Je n'ai pas bien vécu la suite. Pendant des mois, j'ai alterné entre je vais me reconstruire et je vais l'appeler. J'ai enchaîné quelques plans foireux, des rencontres sans lendemain, des matchs sur les applis qui ne menaient à rien. J'avais toujours l'impression de comparer tout le monde à Clara. J'ai stalké ses réseaux, j'ai regretté, je l'ai bloqué, je l'ai débloqué, j'ai regardé ses stories depuis des comptes anonymes. Le grand classique du mec qui n'arrive pas à tourner la page. Le temps a passé. 1 an, puis presque 2. Je pensais à elle de moins en moins, ou en tout cas, c'est ce que je racontais aux autres. J'avais une vie plus stable, je m'étais fait des potes au boulot, j'avais même commencé une relation à peu près sérieuse avec Camille, une collègue de ma boîte. Camille était douce, drôle, assez posée. Elle savait que j'avais eu une longue histoire avant, mais je ne lui avais jamais tout raconté en détail. Je disais juste « mon ex ». J'évitais de prononcer le prénom de Clara, comme si ça avait encore trop de pouvoir sur moi. Et puis, un soir, tout a recommencé à cause d'une simple notification. J'étais dans mon lit, en train de scroller Instagram, quand une story sponsorisée m'est apparue, une photo d'une salle décorée en blanc, des fleurs partout, une légende pour un mariage inoubliable à Paris. Ça m'a fait sourire bêtement, je ne sais pas pourquoi. J'ai cliqué dessus, puis j'ai refermé. 2 minutes plus tard, j'ai reçu un message d'un pote de fac, Maxence, avec qui j'avais un peu perdu le contact. Il m'écrivait « Mec, tu savais pour Clara ?» Mon cœur s'est mis à battre plus vite immédiatement, comme si mon corps savait déjà que rien de bon n'allait suivre. Je lui ai demandé « Quoi ?» Il a répondu « Elle se marie ». Je suis resté un long moment à regarder mon écran, à relire ces 3 mots. Elle se marie. C'était idiot, mais je n'étais pas prêt à ce que quelqu'un d'autre l'ait officiellement. Dans ma tête, même si je savais que c'était fini, il restait un monde parallèle où on aurait pu se retrouver plus tard, plus mûr, plus posé. Là, ce monde venait d'exploser. Maxence m'a envoyé le lien d'un post Facebook. Je n'allais presque jamais sur Facebook, mais j'ai réactivé mon compte juste pour ça. Sur la photo, il y avait Clara avec un type que je ne connaissais pas. Elle portait une robe blanche, simple mais élégante, lui avait un costume beige, il se tenait la main et la légende disait « She said yes ». Des cœurs partout dans les commentaires, des félicitations, des trop heureux pour toi. La date du mariage était indiquée dans 6 mois. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais ce soir-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je tournais dans mon lit avec 1000 souvenirs qui remontaient. Je pensais à tout ce qu'on avait vécu, à tout ce qu'on s'était promis. Je pensais aussi à ce qu'on s'était détruit. Une douleur bizarre, mélange de nostalgie, de jalousie et de fierté blessée, m'a pris au ventre. À côté de moi, Camille dormait, tranquille. Je me suis senti comme le dernier des connards, rien que de ressentir tout ça.
Les semaines suivantes, j'ai essayé d'ignorer cette info. Mais évidemment, comme l'algorithme est sadique, tous les réseaux ont commencé à me montrer Clara. Des photos d'essayage de robes, des stories de visites de lieux de réception, des reposts de ses amis avec des hashtags du genre Brittob. Je ne la suivais plus pourtant. Mais les amis en commun, les suggestions, tout revenait à moi. Et c'est là que l'histoire devient vraiment compliquée. Un vendredi soir, alors que je sortais du boulot, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Salut Thomas, c'est Chloé. Tu te souviens de moi ?» Chloé, c'était une ancienne pote de fac du groupe élargi. Je ne l'avais pas vue depuis des années. On a échangé quelques messages de politesse, les classiques « tu deviens quoi ?» Puis très vite, elle est passée au sujet qui l'intéressait. Elle m'a demandé si j'avais vu que Clara se mariait. J'ai répondu vaguement, en mode « oui, j'ai vu passer ça ». Chloé m'a alors lâché une phrase qui a tout déclenché. « Je ne sais pas si je devrais te le dire, mais je crois que ce mec n'est pas net. » Elle m'a expliqué qu'elle travaillait dans la même boîte que le futur mari de Clara, un certain Lucas. Au début, elle ne savait même pas qu'il sortait avec Clara. Et puis un jour, elle les avait vus ensemble en soirée d'entreprise, elle avait fait le lien. Elle m'a raconté que Lucas avait une réputation de mec charmant mais borderline, qu'il avait déjà été surpris à flirter lourdement avec une stagiaire alors qu'il était déjà avec Clara. Rien de vraiment concret, mais assez pour que ça sente mauvais. Le pire, c'est que, une semaine avant de me contacter, Chloé avait entendu par hasard une conversation à la machine à café entre deux collègues. Ils parlaient d'une soirée de déplacement pro, d'une chambre d'hôtel, d'une erreur que Lucas aurait faite avec une collègue, et d'un « faut espérer que sa fiancée ne la prenne jamais ». Sur le moment, elle n'avait pas réagi. Après coup, elle avait mis tout ça bout à bout, et en voyant que moi j'étais l'ex-sérieux de Clara, elle s'était dit que j'avais peut-être le droit de savoir, ou plutôt que Clara avait le droit de savoir, et qu'elle ne se sentait pas de s'en mêler directement. Je vais pas mentir, hein. Quand j'ai lu ça, j'ai ressenti une sorte de soulagement tordu, comme si une part de moi se disait « Tu vois, ce type n'est pas mieux que toi, tu n'as pas tout gâché. » Sauf que très vite, la panique a pris le dessus. Je me suis mis à imaginer Clara, toute heureuse, en train de préparer un mariage avec un gars qui l'a trompée déjà. Je revoyais son visage quand elle me parlait de ses rêves, de sa peur de l'échec, de sa confiance en l'avenir. Et là, je me suis retrouvé avec un dilemme énorme. Est-ce que je devais intervenir ou est-ce que ce n'était pas mes affaires ? J'ai passé des soirées entières à me prendre la tête avec ça. J'en ai parlé vaguement à un pote en prenant un exemple fictif. Il m'a dit que se mêler de la vie de son ex, c'était le meilleur moyen de passer pour un psychopathe jaloux. J'en ai parlé de manière encore plus vague à Camille, en disant « Imagine une fille que tu as aimée, se marie avec un mec pas net, tu fais quoi ?» Elle m'a répondu que ça dépendait si j'étais sûr de ce que je savais, que si c'était juste des rumeurs, il fallait laisser les gens vivre leurs erreurs. Sa réponse m'a piqué parce qu'elle m'a forcé à reconnaître que je n'avais rien de vraiment concret, juste des bribes des ondes dites. Mais plus la date approchait, plus je sentais une angoisse monter. Je me suis mis à surveiller les réseaux de Clara comme un malade, à chercher des indices. Un jour, j'ai vu une story de Lucas où il était en after work avec des collègues. Il y avait une fille à côté de lui, très proche. Rien de choquant en soi, mais le regard qu'il lui lançait m'a frappé. Ça m'a rappelé des regards que moi j'avais pu lancer à d'autres, à l'époque où je me sentais déjà un peu détaché de ce que j'avais. À ce moment-là, j'ai pris une décision. Je devais lui parler. Pas pour lui dire « reviens avec moi », pas pour jouer les héros, juste pour lui donner les infos. Après, elle en ferait ce qu'elle voudrait. C'est ce que je me répétais en boucle pour justifier ce qui allait suivre. J'ai écrit un long message à Clara. 3 fois. Je l'ai effacé 3 fois. À la 4e, je me suis forcé à l'envoyer. J'ai expliqué que j'avais entendu certaines choses sur Lucas par des connaissances communes, que je ne savais pas à quel point c'était vrai, mais que je ne serais pas tranquille si je ne lui en parlais pas. Je lui ai dit que je n'attendais rien d'elle, que je ne voulais pas foutre le bordel, mais que je préférais être quelqu'un de honnête plutôt que de fermer les yeux. Je suis pas sûr d'avoir été aussi noble que ça dans ma tête, mais c'est ce que j'ai écrit. Elle m'a répondu le lendemain matin, un message court, froid. Elle m'a dit qu'elle trouvait ça déplacé, que ça faisait 2 ans qu'on n'était plus ensemble, qu'elle construisait sa vie avec quelqu'un d'autre, et que je n'avais plus mon mot à dire. Elle a ajouté que Lucas lui avait déjà parlé de collègues jaloux et malveillants, et qu'elle faisait confiance à l'homme qu'elle allait épouser. Elle a terminé par un « Je te souhaite d'être heureux dans ta vie, mais ne me contacte plus ». J'ai pris ça comme une gifle. Une partie de moi s'est dit « Ok, fin de l'histoire, tu as essayé, tu as fait ce qui te semblait bon, maintenant tu laisses tomber ». Une autre partie de moi, plus blessée, plus orgueilleuse, a commencé à ruminer « Elle préfère croire ce mec plutôt que toi, après tout ce que vous avez vécu ». C'est là que j'ai commencé à déraper.
Les semaines ont passé, je faisais semblant d'aller bien, mais je pensais à cette histoire tous les jours. Camille sentait que j'étais ailleurs. On se disputait de plus en plus pour, euh, pour des trucs qui n'avaient parfois rien à voir. J'avais la tête dans un autre combat, dans une autre vie. Je lui ai jamais avoué que j'avais reparlé à Clara. Je me suis contenté de dire que j'étais stressé par le boulot. C'était pas totalement faux, mais pas franchement vrai non plus. Puis est arrivée la semaine du mariage. Je connaissais la date par cœur, évidemment. Le vendredi, la veille de la cérémonie, Chloé m'a recontacté. Elle avait l'air agacée et inquiète. Elle m'a dit qu'elle avait finalement confronté à demi-mot la collègue avec qui Lucas aurait passé la nuit pendant ce fameux déplacement pro. La collègue avait nié sur le moment, mais plus tard, en soirée, avait lâché qu'il y avait bien eu un dérapage, qu'ils étaient tous les deux bourrés, que ça ne voulait rien dire et qu'elle s'en voulait, surtout parce qu'il était fiancé. En lisant ça, j'ai senti une boule de rage monter en moi. C'était plus juste des rumeurs, c'était presque une confirmation. Et Clara, elle, allait avancer vers l'hôtel en pensant qu'elle épousait un mec clean. Je ne sais pas exactement quand l'idée a germé dans ma tête. Je sais juste qu'à un moment, je me suis retrouvé sur le site de la salle de réception, à regarder les photos, à lire les commentaires. Il y avait un numéro de téléphone, une adresse. J'ai vu que la cérémonie civile était à la mairie du Hanzy à Paris, puis une cérémonie laïque dans un domaine à 1 heure de là. J'ai commencé à me dire que je ne pouvais pas laisser faire ça. Que si un jour quelqu'un avait su que j'allais me marier avec une personne qui me mentait comme ça, j'aurais voulu qu'on me prévienne. Alors j'ai pris un billet de train. Je n'ai rien dit à Camille. Je lui ai envoyé un message le samedi matin disant que j'allais voir mes parents sur un coup de tête parce que j'avais besoin de prendre l'air. Elle m'a répondu un simple « Ok, on en reparlera ». Je savais que ça sentait mauvais pour nous, mais j'ai mis ça de côté. J'avais l'impression d'être au milieu d'un film où je devais accomplir une sorte de mission morale. Dans le train, je n'arrivais pas à respirer normalement. Je me repassais toutes les possibilités. Je débarque avant la mairie, pendant la cérémonie, à la soirée. Je me voyais soit comme un chevalier blanc, soit comme un fou jaloux. Et je n'étais pas capable de décider laquelle de ces deux versions était la vraie. Arrivé à Paris, j'ai traîné dans un café près de la mairie. J'avais mis une chemise et un jean, histoire de ne pas avoir l'air totalement déplacé. Je regardais les couples passer, les invités bien habillés, les familles qui se prenaient en photo sur les marches. Quand j'ai vu Clara sortir d'une voiture, j'ai senti mon cœur s'arrêter. Elle était magnifique, évidemment. Une robe sobre, pas encore la grande robe de la cérémonie laïque, mais un ensemble blanc élégant pour la mairie. Elle riait, elle était entourée de ses proches. Lucas était à côté, très propre sur lui, sourire de mec sûr de son coup. Les voir ensemble m'a fait mal, mais m'a aussi rappelé pourquoi j'étais là. Je n'ai rien fait à la mairie. Je n'ai pas eu le courage de foutre le bordel à ce moment-là. J'ai regardé de loin comme un fantôme du passé. J'ai attendu qu'ils sortent, je les ai vus se faire applaudir, prendre des photos avec leur famille. Je me suis senti complètement con, planté là. Une partie de moi voulait juste rentrer chez moi et accepter que ce n'était pas mon histoire. Mais je suis allé jusqu'au bout. J'ai réussi à savoir dans quel domaine se passait la cérémonie laïque grâce à une story d'une cousine de Clara que je connaissais vaguement et qui avait posté le lieu en tag. J'ai pris un Uber jusqu'au domaine. Le chauffeur m'a demandé si j'étais invité. J'ai menti en disant que oui. En arrivant, personne ne m'a vraiment contrôlé. Il y avait tellement de monde, tellement de mouvements que j'ai pu me fondre dans la masse. La cérémonie allait commencer dans un jardin, avec des chaises alignées, un arche décoré de fleurs. Les invités se mettaient en place. Je me suis mis sur le côté, à l'ombre d'un arbre, à une vingtaine de mètres. J'entendais le brouhaha, la musique douce. Je savais que j'avais quelques minutes avant que Clara n'arrive. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision finale. Je ne voulais pas faire un scandale public. Je ne voulais pas me lever au milieu de la cérémonie pour hurler « N'épouse pas ce mec ». Je ne suis pas dans une comédie romantique et rien ne m'assurait que les gens me croiraient. Je me suis dit que j'allais essayer de lui parler avant, juste quelques minutes. Lui dire ce que je savais, lui donner des éléments et la laisser choisir. C'est tout ce que je pouvais faire. J'ai repéré une petite allée qui menait vers un bâtiment à l'écart. J'ai attendu là quand Clara est sortie de sa chambre, dans sa robe de mariée cette fois, en route vers le jardin. Elle était accompagnée de 2 demoiselles d'honneur. Mon cœur s'est emballé. Sans réfléchir, je me suis avancé. Je ne lui ai pas parlé de loin. Je me suis planté devant elle. Les demoiselles d'honneur ont sursauté. Clara m'a regardé, choquée, presque terrorisée. Elle a dit mon prénom comme un souffle. Dans ses yeux, j'ai vu défiler 6 ans de notre vie, 2 ans de silence, et ce futur qu'elle était sur le point d'épouser. Je ne vais pas répéter mot à mot ce que je lui ai dit, parce que tout s'est mélangé.
Mais en gros, j'ai résumé ce que Chloé m'avait confié, le comportement de Lucas, la nuit à l'hôtel avec la collègue, les conversations entendues. J'ai insisté sur le fait que je ne cherchais pas à la récupérer, que si je m'en fichais, je serais resté chez moi. Je lui ai dit que je serais tombé malade si je n'avais pas tenté de lui dire la vérité avant qu'elle ne signe pour toute une vie avec ce type. Elle m'a regardé longtemps sans rien dire, ses mains tremblaient, les demoiselles d'honneur ne savaient pas quoi faire, elles nous regardaient comme si on était dans une mauvaise série. Clara a fini par demander des détails, des noms, j'ai donné tout ce que j'avais. Honnêtement, sans exagérer, je la voyais passer de la colère à la confusion, puis à une sorte de panique froide. Elle m'a demandé « Pourquoi tu fais ça ?» Je lui ai répondu « Et c'est peu, être la seule phrase dont je suis sûr. Parce que je ne supporte pas l'idée que tu puisses être heureuse sur un mensonge, même si ce n'est pas avec moi. » Après, tout est allé très vite. Elle a demandé à ses amis de lui laisser 5 minutes, ce qu'elles ont fait à contre-cœur. Elle a appelé quelqu'un, je crois que c'était sa cousine, pour vérifier certains éléments. Je voyais dans ses yeux qu'une partie d'elle voulait me croire, parce qu'elle savait que je ne suis pas du genre à inventer ce genre d'histoire gratuitement. Une autre partie se battait pour protéger ce qu'elle avait construit avec Lucas. Je n'ai pas assisté à la suite en direct. À un moment, elle m'a dit de partir. Sa voix était ferme, presque dure. « Pars, s'il te plaît, j'ai besoin de parler avec lui. » J'ai obéi. Je suis retourné vers le parking, le cœur en vrac, sans savoir si je venais de faire la chose la plus courageuse ou la plus égoïste de ma vie. Je n'étais pas encore monté dans le Uber que j'avais appelé, que j'ai entendu des cris au loin. Je me suis retourné. Au bout de l'allée, je voyais des invités qui se retournaient vers le jardin, des têtes qui se levaient, des groupes qui se formaient. Je n'entendais pas précisément, mais je sentais que quelque chose avait explosé. Plus tard dans la soirée, alors que j'étais déjà dans le train du retour pour Lyon, j'ai reçu un message. C'était de la part de Chloé. Elle m'écrivait qu'elle avait vu passer sur le groupe WhatsApp d'anciens de la fac qu'il y avait eu un énorme drama au mariage de Clara, que la cérémonie avait été annulée à la dernière minute. Pas de détails, juste ça. J'ai senti mon estomac se nouer. J'ai éteint mon téléphone. Les jours suivants ont été flous. Je ne suis pas allé au boulot le lundi, j'ai prétexté une gastro. En réalité, j'étais juste vidé. Je passais mon temps allongé sur mon canapé à rejouer la scène dans ma tête. Je ne savais pas si Clara me haïssait, si elle me remerciait en secret, si elle regrettait. Je ne savais même pas exactement ce qui s'était dit entre elle et Lucas après mon départ. C'est Camille qui a fini par tout faire éclater. Elle avait remarqué que j'étais bizarre, évidemment. Elle avait remarqué que j'avais menti pour ce week-end. Un soir, elle est tombée sur des recherches, sur mon ordi, des pages ouvertes sur le domaine du mariage, des messages à Chloé sur mon écran quand j'avais laissé mon téléphone sans verrouiller. Elle a compris en gros ce qui s'était passé, elle n'a pas crié, elle m'a juste regardé avec une déception froide qui m'a fait plus mal que tous les reproches du monde. Elle m'a dit qu'elle se doutait que je n'avais jamais complètement tourné la page avec Clara, qu'elle avait essayé d'ignorer les signes, mais que là, c'était trop. Que partir ruiner le mariage de son ex, même avec de bonnes intentions, ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait accepter. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas être le lot de consolation d'un mec obsédé par son passé. Elle a fait sa valise le lendemain et elle est partie. Je l'ai laissée partir. J'aurais aimé dire que j'ai tout fait pour la retenir. Mais la vérité, c'est que j'étais trop épuisé pour me battre pour quoi que ce soit. J'avais détruit, en quelques semaines, ma relation actuelle, l'image que j'avais de moi-même et peu être la vie de mon ex. Je me sentais vide. Pendant presque un mois, je n'ai pas eu de nouvelles de Clara. Pas un message, pas un appel. Je voyais juste quelques mouvements sur ses réseaux, mais rien de dramatique. Pas de longs posts expliquant ce qui s'était passé. Juste un silence. Un soir de novembre, alors que je commençais à croire que je finirais ma vie avec ce poids sans jamais avoir de réponse, j'ai reçu un mail. Pas un message, pas un vocal. Un simple mail avec pour objet « à propos du mariage ». C'était Clara. Elle avait écrit un long texte. Elle m'expliquait qu'elle avait vraiment cru que j'avais fait tout ça par jalousie. Qu'au moment où elle m'avait vu débarquer au domaine, en robe de mariée, elle avait eu l'impression de vivre un cauchemar. Que ça lui avait semblé tellement cliché, tellement film américain, qu'elle avait presque ri nerveusement. Elle m'a raconté qu'après mon départ, elle avait confronté Lucas. Qu'au début, il avait nié, bien sûr. Puis qu'il avait fini par admettre une erreur, un soir de déplacement, mais qu'il l'avait minimisé. Il avait parlé d'alcool, de rien de sérieux, du fait qu'il ne voulait pas la perdre. Elle a dit qu'elle l'avait regardé, en robe blanche, à quelques minutes de dire oui, et qu'elle avait réalisé qu'elle ne pourrait plus jamais lui faire confiance comme avant.
Elle m'a dit qu'elle avait décidé sur le moment d'annuler la cérémonie laïque, qu'elle avait expliqué aux invités que ce n'était pas la peine de rester, que le mariage n'aurait pas lieu ce jour-là, qu'il y avait eu des pleurs, des regards choqués, des proches qui lui disaient qu'elle regrettait peu être après coup. Elle a reconnu que c'était humiliant, violent, mais qu'elle avait préféré ça à une humiliation étalée sur toute une vie. Elle ne m'a pas dit merci, elle ne m'a pas non plus insulté, elle m'a simplement écrit qu'elle ne savait pas encore ce qu'elle ressentait par rapport à moi dans cette histoire, qu'elle oscillait entre la gratitude et la colère, qu'une partie d'elle se disait que sans moi, elle serait mariée à un menteur, mais qu'une autre partie n'acceptait pas l'idée que ce soit mon choix à moi de m'inviter dans cette décision. Elle a conclu en disant qu'elle avait besoin de temps pour digérer, qu'elle ne savait pas si on se reparlerait un jour, mais qu'elle voulait que je sache que ce que j'avais fait avait changé le cours de sa vie. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai relu son mail des dizaines de fois, j'ai pensé à lui écrire une longue réponse, à m'expliquer, à justifier chaque geste, et puis finalement j'ai juste répondu « Je suis désolé pour la douleur que ça t'a causée, vraiment. Et même si tu ne veux plus jamais me parler, j'espère sincèrement que tu seras heureuse, peu importe avec qui. » Elle n'a jamais répondu à ce mail-là. Et quelque part, je crois que c'est mieux comme ça. On a eu notre histoire, notre rupture, notre épilogue tordu peut être que c'est suffisant. Aujourd'hui, des mois plus tard, ma vie a repris une forme de routine. Je vais au boulot, je vois mes potes, je parle parfois à de nouvelles personnes sur des applis. Je ne me sens pas prêt pour une grande histoire. Pas encore. Je continue à me demander si ce que j'ai fait était courageux ou égoïste, si j'ai vraiment agi pour elle ou pour apaiser ma propre culpabilité, si j'ai joué au justicier pour me donner un rôle important dans une histoire qui n'était plus la mienne. Je ne sais pas si je suis l'enfoiré de cette histoire. Peut être que oui, peut être que non. Peut être que la vérité se trouve quelque part entre les deux, dans cette zone grise où la plupart de nos choix se situent vraiment loin des héros et des méchants des films. Ce que je sais, c'est que ce jour-là, devant ce domaine, en la voyant avancer en robe blanche vers un mec qui lui mentait, je n'ai pas réussi à me taire. J'ai choisi de parler, de tout faire exploser, en sachant très bien que je prendrais des éclats moi aussi. Et maintenant, je vis avec les conséquences. Si cette histoire t'a plu, attends d'écouter la prochaine. Suis-je un enfoiré pour avoir détruit mon couple à cause de ma coloc et tout ce que j'ai refusé d'assumer pendant des mois? Franchement, j'y repense encore et j'arrive pas à savoir si je suis juste un mec paumé ou le méchant de ma propre histoire. À l'époque, j'avais 26 ans, un CDI tout neuf dans une boîte de marketing digital à Lyon, un couple stable avec Léa depuis 3 ans et un appart beaucoup trop cher pour moi tout seul. L'idée de la colocation est venue un peu par hasard. Une pote de fac a partagé une story d'une fille qui cherchait urgemment un appart après une rupture. Elle s'appelait Inès, 24 ans, graphiste, brune, sourire lumineux sur la photo, yeux fatigués, comme ceux de quelqu'un qui vient de se prendre une claque sentimentale. J'ai répondu par curiosité, juste pour dépanner. On a discuté 2 jours, elle avait l'air cool, posée, avec de l'humour et un ton un peu désabusé sur les relations. J'ai proposé qu'elle passe voir l'appart. Le jour de la visite, je m'en souviens très bien. Elle est arrivée avec un tote bag trop rempli, une veste en jean et ce parfum discret qui m'a marqué direct sans que je comprenne pourquoi. Elle a fait le tour des pièces, lancé quelques vannes et m'a demandé si je recevais souvent du monde. J'ai répondu que j'avais une copine, Léa, qui passait le week-end de temps en temps, mais que la semaine c'était généralement assez calme. Elle a hoché la tête en disant que ça lui allait, qu'elle avait besoin de calme, de redémarrer à zéro. On a conclu assez vite, presque trop vite. Le soir même, je lui ai envoyé le bail à signer. Léa, de son côté, n'était pas hyper enthousiaste. On n'habitait pas ensemble, mais on en parlait vaguement pour bientôt. Elle m'a demandé pourquoi je ne l'avais pas attendu, pourquoi je ne lui avais pas proposé de chercher un appart pour nous deux. J'ai répondu que c'était compliqué, que son CDD n'était pas stable, qu'on n'allait pas se mettre la pression financière tout de suite. C'était pas totalement faux, mais c'était pas totalement la vérité non plus. La vérité, c'est que j'avais peur de m'engager plus, peur de me retrouver coincé dans un truc que je n'étais pas certain de vouloir, peur aussi de décevoir si jamais je me rendais compte trop tard que je n'étais plus vraiment dedans. Inès a emménagé début octobre. Les premiers jours, c'était presque trop parfait. On se croisait le matin dans la cuisine, moitié endormis, chacun avec son café, à se raconter en accéléré la journée qui nous attendait. Le soir, on se retrouvait parfois devant une série, un plat de pâtes, des stories Instagram qu'on commentait chacun sur son téléphone en partageant les mêmes horreurs de TikTok. Ce n'était pas de la complicité profonde, pas encore, c'était juste
confortable, simple, fluide. Et puis, petit à petit, les soirées se sont allongées, on a commencé à parler plus vraiment, à sortir des banalités. Elle m'a raconté sa rupture, un mec avec qui elle était depuis 2 ans, qui avait décidé qu'il avait besoin de voir autre chose. Elle le disait avec un ton calme, mais je sentais bien que ça lui avait taillé dedans. Moi, je lui parlais de Léa, mais toujours en version filtrée, comme si je racontais un couple Instagram, les week-ends, les restos, les photos dans les parcs. J'évitais soigneusement les disputes, les silences, le fait que je me surprenais parfois à être soulagé quand elle annulait une visite. Un vendredi soir, Léa devait venir. On avait prévu un resto, une sortie ciné, le combo classique. 1 heure avant, elle m'envoie un message. Je peux pas venir, grosse engueulade avec ma mère, je suis pas d'humeur, désolé. J'ai juste répondu, ok, repose-toi, soulagé, et en même temps un peu vexé de ma propre réaction. Inès, de son côté, est rentrée avec des bières et une pizza. Elle m'a proposé de regarder un film, on s'est installé sur le canapé, les jambes pas très loin l'une de l'autre, un plaid qu'elle a tiré sur nous deux parce qu'il faisait un peu froid. Ce soir-là, quelque chose a changé, on n'a rien fait de mal, objectivement, on a juste parlé, mais on a parlé vraiment, longtemps, en se livrant sur des trucs qu'on ne dit pas facilement. J'ai avoué que je ne savais plus trop ce que je voulais avec Léa, que je restais parce que c'était plus simple que de casser quelque chose d'instable mais familier. Inès m'a dit que ça lui faisait peur, les gens qui restaient par confort. Elle avait l'impression qu'un jour ça finissait toujours en trahison. Elle a dit ça les yeux posés sur l'écran, mais je sentais bien qu'elle l'envoyait aussi un peu dans ma direction. Les semaines suivantes, ça s'est installé comme une routine. La journée, j'étais le collègue sérieux, le mec productif, celui qui plaisantait à la machine à café. Le soir, j'étais le coloc un peu paumé qui rentrait pour retrouver cette bulle avec Inès. Je lui racontais mes réunions, mes doutes sur le taf. Elle me parlait de ses clients relous, de ses inspirations pour des visuels, de sa peur de se planter dans la vie. On faisait les courses ensemble, on choisissait les lessives, on débattait sur quel café acheter, on avait nos private jokes sur des voisins, sur une caissière, sur des pubs. On vivait une sorte de mini-couple, sans le dire, sans le toucher, sans le nommer. Pendant ce temps, Léa s'éloignait. Enfin, c'est plutôt moi qui dérivais. Je répondais à ses messages en décalé, je trouvais toujours une excuse pour qu'elle ne vienne pas trop souvent. Quand elle venait, l'ambiance était bizarre. Elle faisait des efforts pour être gentille avec Inès, mais je voyais dans son regard qu'elle analysait tout. Comment on se parlait, comment on se lançait des vannes, comment on se coordonnait naturellement pour ranger la table ou servir le café. Un soir, après que Léa soit partie plus tôt que prévu, Inès m'a lancé un simple. Elle t'aime vraiment, tu sais? Je n'ai pas répondu. Parce que la question, ce n'était pas ça. La question, c'était, est-ce que moi, je l'aimais encore vraiment? Je me suis mis à culpabiliser, mais sans rien changer. Ce qui est probablement la pire combinaison possible. Je savais que je glissais sur quelque chose de dangereux, que cette proximité avec Inès franchissait des lignes invisibles, mais je continuais à faire comme si c'était normal. Après tout, je ne couchais pas avec elle, je ne l'embrassais pas, je ne lui tenais pas la main. Je me disais que tant que je ne faisais rien de physique, je pouvais me cacher derrière les guillemets de « juste une amitié ». Sauf qu'au fond, je savais que c'était hypocrite. Le tournant a été un soir de décembre, il pleuvait, on avait tous les deux passé une journée pourrie. J'étais rentré cramé par une présentation qui avait mal tourné, elle s'était pris une réflexion humiliante d'un client. On a décidé de sortir boire un verre dans le bar en bas de la rue, juste pour décompresser. On a enchaîné les verres, être un peu trop vite. La musique était forte, les lumières un peu floues. J'avais l'impression que le monde extérieur se dissolvait. On riait beaucoup, mais c'était un rire nerveux, un rire qui cache autre chose. À un moment, elle m'a regardé avec ce sérieux rare chez elle, et elle m'a demandé « T'es heureux vraiment avec ta vie, avec ton couple, avec tout ça ?» La question m'a frappé de plein fouet. J'ai essayé de répondre en rigolant, en disant que personne n'était vraiment heureux, qu'on faisait ce qu'on pouvait. Elle n'a pas lâché. Non mais toi, là, aujourd'hui, si tu pouvais tout arrêter et recommencer autre part, tu le ferais? J'ai senti ma gorge se serrer. J'ai répondu que oui, peut-être, parfois j'y pensais. En rentrant, on marchait côte à côte sous la pluie, un seul parapluie qu'on partageait. Nos épaules se frôlaient, nos mains se frôlaient. Dans l'ascenseur, il y a eu un silence qui ne ressemblait pas aux autres. C'était lourd, chargé, presque électrique. Je la sentais tout près, je voyais une goutte de pluie encore sur sa joue, sa respiration un peu accélérée. J'ai eu envie de l'embrasser. Vraiment. Un truc violent, irrationnel, mais je ne l'ai pas fait.
Je me suis reculé au dernier moment, j'ai marmonné un vague bonne nuit, et je suis rentré dans ma chambre comme si je fuyais un incendie. Sauf que l'incendie, il était dans ma tête. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, j'ai pensé à Léa, à Inès, à ce que j'étais en train de faire sans vraiment le faire. À quel point c'était déjà une forme de trahison, même sans geste concret. J'aurais pu tout arrêter là, prendre mes distances, parler à Léa, clarifier ce que je ressentais, mais j'ai rien fait. J'ai choisi la fuite, la demi-mesure, ce confort toxique où on ne tranche jamais vraiment. Les semaines suivantes, j'ai commencé à être bizarre avec Inès. Plus froid, plus distant. Je sortais plus souvent après le boulot pour éviter de rentrer trop tôt. Je mettais des écouteurs même quand j'avais rien à écouter, juste pour créer une barrière. Elle l'a senti évidemment. Un soir, elle m'a demandé ce qu'elle avait fait, pourquoi j'étais comme ça. Je lui ai répondu que j'étais juste fatigué, que c'était le boulot. Elle n'a pas insisté, mais j'ai vu dans ses yeux que je la blessais.